Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Soumentou, bonsoir. Bonsoir, cher Tidjane, bonsoir, chers téléspectateurs. C'est parti pour les titres de cette édition. Procès Karim Wade, Mamadou Pouye recouvre la liberté après presque 2 ans de prison. Il reste tout de même sous contrôle judiciaire et interdit de sortie du territoire national. Les plaidoiries ont démarré ce lundi en l'absence du principal accusé Karim Wade. L'État du Sénégal réclame 200 milliards de francs CFA de dommages et intérêts. 72 heures de grève décrétées par le grand cadre des syndicats de l'enseignement à compter de ce mardi. Idem pour le SAES, donc qui démarre son plan d'action ce mercredi. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur continue de marquer son désaccord sur certains articles contenus dans le texte de la loi cadre. 16 février 1994, le Sénégal se souvient d'un événement douloureux qui avait coûté la vie à 6 policiers. Le ministre de l'Intérieur d'alors revient sur ces événements. Diboka déclare ne rien regretter. Le dossier Société du lundi s'intéresse au testament. C'est quoi son utilité? Doit-on vraiment le faire? Élément de réponse à suivre en fin d'édition. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Procès Karim Wade, les plaidoiries ont démarré à ce lundi. Les avocats de la partie civile qui se sont succédés à la barre ont dénoncé la malgouvernance et l'utilisation de l'appareil d'État pour s'enrichir illicitement dans le dos du contribuable. La partie civile demande à la Cour de confisquer les avoirs de toutes les personnes citées dans le dossier et qui ont servi de prête-nom. Le point avec Modi Gueye. 6 mois de procès, 54e jour d'audience, les témoins et autres experts cèdent la place aux avocats pour les plaidoiries. Une épreuve qui démarre par une déclaration de l'agence judiciaire de l'État Mafal Fall pour expliquer l'essence de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Pour rappel, elle avait été créée en 1981 pour combattre la malgouvernance, ce qui fera dire à Maître Félix Sow que c'est le procès de la malgouvernance. Dans son introduction, il précise que les faits révélés ne sont que de la partie visible de l'iceberg. Pour étayer sa thèse, il évoque une organisation criminelle qui s'est accaparée des secteurs vitaux de notre économie. Au total, 67 sociétés ont été répertoriées eu égard aux 34 non comprises dans le dossier. Un empilement d'entreprises basé sur le modus operandi pour tisser une toile d'araignée. Les auteurs, Pape Mamadou Pouye, Bibo Bourgi, Karim Bourgi et Karim Wade, est désigné comme le fils héritier d'un régime de patrimonialisation où le père est le monarque. Un concert frauduleux qui a permis de dissimuler la somme de 192 milliards dans les paradis fiscaux, soutient la partie civile. Raison pour laquelle il réclame à titre de dommages et intérêts la somme de 200 milliards de francs CFA et une confiscation de la totalité des biens de Karim Wade et de ses co-prévenus. Parmi eux, Pape Mamadou Pouye qui a bénéficié d'une liberté provisoire sous réserve de sortir du territoire national et de déposer son passeport. Rappelez que certains prévenus réclament le retour de leurs avocats, tout le contraire de Karim Wade qui refuse toujours de comparaître. Modi Gueye, absence de Karim Wade et de ses avocats, la partie civile l'assimile à une fuite, laquelle réclame, vous l'avez dit tantôt, la somme de 200 milliards de francs CFA à titre de dommages et intérêts au fils de l'ancien président, car selon eux, le préjudice subi dépasse de loin les 117 milliards annoncés par la CREI. Maître Souley Fall que nous écoutons avec Modi Gueye. Karim Wade, en tant que prévenu principal dans cette affaire, est dans son droit de ne pas venir à la CREI. La procédure, elle reste contradictoire. C'est à ses risques et périls s'il décide de ne pas se présenter. Mais il faut dire tout simplement que ce refus de se présenter à la Cour est tout simplement le paroxysme de l'évitement. Vous savez, pour tous les grands corrupteurs, ils font tout pour éviter d'être jugés. Alors, il a tout essayé, il a jeté son venin sur la CREI, il a discrédité la CREI, il s'est attaqué aux magistrats intègres de la CREI. En tant qu'avocat défendant les intérêts de l'État du Sénégal, de présenter les faits, de participer à la démonstration de la culpabilité de M. Karim Meïssa Wade ainsi que de ses complices, et surtout de demander l'indemnisation qui est due à l'État en raison du préjudice qu'il a subi dans cette affaire. La somme qui a été arrêtée par la commission de l'instruction portait sur un montant de 117 milliards. Mais il y avait encore d'autres postes de préjudice qui restaient à évaluer. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons avec à peu près 200 milliards. Cela se justifie amplement.
Procès Karim Wade, toujours les libéraux désertent le tribunal de Dakar, Cheikh Tidiane, pour le domicile du président, plutôt de l'ancien président Abdoulaye Wade. Et comme pour se défendre, Farba Senghor et ses camarades soutiennent que les apéristes ont mobilisé les militants pour occuper le palais de justice. Les libéraux qui se sont réunis chez le président Abdoulaye Wade invitent Macky Sall au dialogue sans condition. Je propose là-dessus de suivre ce sujet signé à Pape Ndérifal et Mohamed Dian. Suite à la sortie de la convergence des jeunesses républicaines, les libéraux contre-attaquent. Selon les membres du Parti démocratique sénégalais, les amis d'Abdoul Mbaye ont mobilisé plusieurs militants pour assiéger le tribunal à l'ouverture des plaidoiries du procès de Wade fils. Nous avons appris hier que l'APR était en train de mobiliser. Il y a même des députés et des membres influents du parti de Macky Sall qui ont sillonné quelques quartiers de Dakar pour mobiliser donc leurs militants pour occuper la salle d'audience. Et ils ont également mobilisé un grand nombre de services de renseignement donc pour également venir dans la salle le matin. Il décrit la CREI, estimant que Karim Wade devrait être poursuivi par d'autres juridictions. La CREI est illégale. Elle est décriée par l'ensemble des organisations des droits de l'homme et même par les responsables politiques de l'APR. Karim ne doit être jugé que par une juridiction de droit commun ou tout au plus par la haute cour de justice, mais pas par une excrétion donc juridique. Pape Mamadou Pouye bénéficie d'une liberté provisoire. Farba Senghor interprète. Il libère aujourd'hui Mamadou Pouye. Cela entre logiquement dans ce que l'on attend de lui. Parce que le procès ne dépend que de Macky Sall. Quoi qu'il dise, c'est lui qui a maintenu Karim Wade en prison. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Les libéraux appellent le président Macky Sall au dialogue avec son mentor et sans condition. Ils disent n'exclure guère de passer à d'autres plans d'action pour faire face à la coalition Benno Bokk Yakaar. Pape Ndérifal, ce procès Karim Wade ne fait pas que des malheureux. Les vendeurs installés devant le palais de justice, tous se frottent les mains. Vivement que cela dure avec tout ce beau monde qui passe la journée au tribunal. C'est la foire aux produits bien écoulés et des bénéfices qui embellissent leur journée. Raconté par Salimata. Le palais de justice calme, des va-et-vient ornent le décor. Juste en face, des gargotes. Le procès de Karim Wade a créé une ambiance et bien sûr des bénéfices. Au début, les policiers nous avaient intimé l'ordre de nous déplacer. Mais maintenant, on rend grâce à Dieu. Des magistrats, des policiers, beaucoup de monde vient s'approvisionner chez nous. Ça marche bien. Avec le procès, les clients ne manquent pas. Mané est un habitué des lieux. Il affirme qu'il se rend au tribunal dès que l'occasion se présente. Parce que quand je suis là, c'est pour regarder le procès. Je les pause, je un café ici et je retourne regarder le procès. Parce que parce que par rapport à radio, c'est un procès politique, procès nangam bon. Dama bëgg man mi en personne vivre la réalité. Pour cette vendeuse, à part les tensions, elle se sent bien ici et prie pour que cela continue. Parfois on nous déplace par-ci et par-là. Qu'on nous laisse tranquille. Nous n'avons rien à voir avec Karim. Nous essayons de gagner notre vie honnêtement. Le procès de Karim Wade a généré de l'emploi selon ses commerçants. Il affirme qu'il s'intéresse aussi au déroulement et prie qu'il se termine sans incident. Après la justice, l'éducation, le grand cadre des syndicats de l'enseignement en grève à partir de ce mardi. Une grève qui va se matérialiser par un débrayage en sit-in et la rétention des notes du premier semestre. Le grand cadre compte soutenir le SAES dans son combat également. Compte rendu signé Fatou Bintou Conté et Ababakar Kamara. Un an, jour pour jour, que le protocole d'accord entre le gouvernement et les syndicats a été signé. Jusque-là, rien n'a été respecté selon le grand cadre des enseignants de l'enseignement qui compte, à partir de ce mardi, mener une série d'actions. Le mardi 17 février 2015, date anniversaire de la signature du protocole d'accord, jugé pourtant réaliste et réalisable par le gouvernement, pour lequel aucun accord n'a été signé, nous avons décidé donc de célébrer cet anniversaire par un débrayage à 9 h dans tous les établissements de l'élémentaire, du moyen et du secondaire, suivi de sitting
devant les inspections d'académie à Dakar et dans les capitales régionales, mais également devant les inspections de l'éducation et de la formation dans les capitales départementales, où nous allons enregistrer le rassemblement massif des enseignants pour crier le ras-le-bol par rapport à l'attitude de mépris affichée par le gouvernement vis-à-vis de nos préoccupations. Et le lundi et le mercredi 18 février 2015, nous allons observer une grève totale. Puis les enseignants comptent pour ce premier semestre retenir les notes des élèves après une évaluation de leur mouvement d'humeur ce jeudi. Oui, les bases commencent déjà à nous demander d'aller vers la rétention des notes, mais l'évaluation, la plénière d'évaluation du jeudi 19 février, sûrement va décider de la rétention des notes. Ces enseignants vont aussi appuyer le SAES dans son combat et mutualiser leurs actions pour des journées écoles et universités mortes. Nous envisageons également de rencontrer les syndicats autonomes de l'enseignement supérieur pour mutualiser nos actions afin de réaliser des écoles et universités mortes. Le grand cadre va aussi rencontrer tous les leaders d'opinion dans les plus brefs délais. Fatou Bintou Conté, autre mouvement de grève, le SAES décrète 72 heures à partir de ce mercredi. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur veut montrer son désaccord sur certains articles contenus dans le texte de la loi cadre. Le ministre de l'enseignement supérieur, lui, parle de méconnaissance du contenu de la dite loi. Une commission technique se penche sur les textes pour trouver un consensus. On fait le point avec Aminata Mbaresso et Tierno Laurent Mendy. Le SAES, déterminé à combattre la loi cadre relative aux universités publiques sénégalaises. Ils annoncent 3 jours de grève à partir de ce mercredi. Le ministre de l'enseignement supérieur parle d'incompréhension. Une réforme, c'est des habitudes à changer. Ce sont aussi parfois des intérêts qui sont remis en cause. C'est une autre manière de voir les choses pour nous permettre de progresser. Une réforme, ce sont aussi des incompréhensions. Parfois même sur un seul mot, il peut y avoir plusieurs manières de voir et qui peuvent devenir conflictuelles, alors que peut-être ça n'aurait pas dû être. Cette nouvelle loi sur la gouvernance des universités publiques sénégalaises, source de conflit entre le syndicat autonome de l'enseignement supérieur et le ministère de l'enseignement supérieur. Une commission technique mise en place pour arrondir les angles. Depuis lors, des commissions techniques sont mises en place et qui touchent beaucoup de secteurs, dont une commission technique autour de la loi relative aux universités. Le SAES a soumis ses remarques sur les différents articles de cette loi. Le gouvernement a finalisé ses réponses autour de ces remarques et je pense que c'est mercredi prochain qu'il y aura une autre réunion autour de ces questions. Mary Teuw Niane présidait un atelier sur la mise en œuvre du projet d'appui à l'Université virtuelle du Sénégal, un projet financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 3 milliards de francs CFA, la réalisation et l'équipement de l'Université virtuelle du Sénégal à Diamniadio, la construction de 5 espaces numériques ouverts, les grands axes du projet. Aminata Mbaresso, merci. Nous parlons de tout autre chose à ce domaine, le raffinage africain à la recherche d'un nouveau souffle. La machine tourne de moins en moins. Elle est usée de calibre minime, des problèmes qui touchent les 36 pays de l'association des raffineurs africains. Alors pour eux, il est temps que la machine soit beaucoup plus raffinée. Maïmouna Ndiaye, Mohamed Dian. Le raffinage traîne encore en Afrique. La qualité et le stockage des produits pétroliers freinent l'exploitation. Surtout le parc de raffinage africain, il se caractérise par un certain nombre de faiblesses quand on regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde. Nous avons des raffineries de petite taille et on a des schémas de raffinage qui sont encore à améliorer. Mais tout cela demande beaucoup de moyens et sans les États, c'est aussi une force en quelque sorte. Sans les États, il est difficile qu'une raffinerie puisse mobiliser l'argent pour faire ces investissements qui permettent de la mettre au niveau en ce qui concerne l'efficacité. De nombreux défis à relever et peu d'expérience, l'heure de la formation a sonné. La SAR se porte comme toutes les raffineries. Toutes les raffineries en Afrique ont des difficultés qui sont liées d'une part à la taille. La taille de la raffinerie, c'est des petites raffineries qui traitent un type de produit bien spécifié. Les difficultés que nous avons, c'est quelquefois d'amener
quand il y a des pannes, d'amener des fournisseurs pour revenir, ça nous coûte très cher. Si on a des gens qui sont assez expérimentés sur des problèmes bien déterminés, ça nous épargne vraiment beaucoup de frais en l'occurrence. Une dizaine de pays membres de l'Association des raffineurs africains participent à ce colloque. Ils vont proposer aux instances gouvernementales des projets d'évolution. On regroupe ici des professionnels pour échanger entre eux sur les expériences, sur les vécus et éventuellement ça fait l'objet, disons, de présentation. Et vous conviendrez avec moi que le panel est extrêmement important et à l'issue, disons, de ce colloque, on pense qu'il y aura un renforcement de capacité qui est extrêmement important. D'autres recommandations seront également formulées au sortir de ces échanges. 3 jours pour trouver une nouvelle politique afin de rendre les entreprises plus rentables. Et puis le collectif du mouvement pour la réhabilitation du mausolée Seydina Issa Laye s'oppose farouchement à l'extension de la voie de dégagement nord qui passera forcément par la cité religieuse. Selon Libas Laye-Anne, secrétaire général du collectif, le rapport de l'étude d'impact est rejeté par les populations car les autorités n'ont pas respecté leurs suggestions, d'où la colère du collectif. Plus de détails avec Aïssatou Païfa et Massaya Ndiaye. Le projet de prolongement de la voie de dégagement nord continue d'alimenter les débats à Cambérène. Le mouvement pour la réhabilitation du mausolée Seydina Issa Laye dénonce le rapport de l'étude d'impact environnemental rejeté par les populations, des insuffisances notées. Quand une étude d'impact environnemental n'est pas approuvée, c'est la loi, le projet il meurt. Donc sans la validation de l'étude, on ne peut pas parler de projet. D'autant plus que ce qu'on n'a pas dit, Cambérène est sur titre foncier. Or, il s'est appuyé sur un décret qui évalue les impenses en cas de déguerpissement, mais qui n'est applicable que sur le domaine de l'État et sur le domaine national. Au moment où le chef de l'État est en train de développer un programme de modernisation des cités religieuses, il est aberrant de mener un projet d'une si grande envergure sans se concerter au préalable. Malik Diop, président du collectif, affirme que l'extension de la VDN impacterait à coup sûr sur un projet déjà ficelé. Nous, le Khalif nous a confié les travaux du mausolée qui comportaient 2 phases. La première phase, c'était le bâtiment du mausolée principal qui est terminé à presque 80%. Donc la deuxième phase maintenant, ce sont les infrastructures annexes. Le Khalif avait prévu un institut islamique moderne comportant tous les cycles. Une bibliothèque moderne, une résidence des hôtes pendant les grandes cérémonies, les hôtes religieux pendant les grandes cérémonies, une batterie de toilettes et la maison du gardien. Et justement, c'est la partie qui va être impactée par le projet de la VDN qui devait abriter ces infrastructures. Mais on veut que les gens acceptent quand même de discuter avec les gens pour qu'on essaie de voir est-ce qu'il y a possibilité d'articulation entre les 2 projets. Le mouvement ne décolère pas, selon le collectif, sans concertation préalable. Il est difficile d'envisager la construction de la route. La polémique continue. Aïssatou Païfa, le souvenir 16 février 1994, 16 février 2015, sombre page dans les mémoires de l'histoire de notre pays. Et cela fait aujourd'hui à 21 ans qu'ont succombé 6 policiers dans des manifestations à la suite d'un meeting de la coordination des forces démocratiques. Les Moustarchidines indexés, leur mouvement dissous et plus d'une centaine de personnes emprisonnées. On fait le point avec Adi Atala. Voilà 21 ans, jour pour jour, des policiers au nombre de 6 étaient tombés au cours des affrontements. Tout est parti d'un meeting de la coordination des forces démocratiques, une organisation composée de partis de l'opposition d'alors, la LDMPT, Andedjeuf PADS, le PIT, entre autres, la société civile et le PDS. Le 16 février 1994, à la fin d'un grand rassemblement présidé par Maître Abdoulaye Wade, leader de l'opposition d'alors, le pape du Sopi cède à la pression du public qui voulait marcher. Aussitôt, une longue procession se dirige vers le plateau, voulant rallier le palais de la République. C'était sans compter avec la détermination des forces de l'ordre voulant maintenir l'ordre. La situation dégénère et s'ensuit des affrontements soldés par l'assassinat de 6 policiers et l'arrestation d'une centaine de Moustarchidines présumés meurtriers qui réclamaient la libération de leur guide, Serigne Moustapha Sy.
emprisonné depuis le 30 octobre 1993 pour avoir déclaré connaître les meurtriers du vice-président du Conseil constitutionnel, Maître Babacar Sèye, et les conditions dans lesquelles il a été tué. Ces événements du 16 février, selon certains observateurs, étaient prévisibles à cause du climat sociopolitique tendu à l'époque, caractérisé par une batterie de frustrations, notamment la crise scolaire et universitaire, le plan d'urgence, l'année invalide et l'arrestation du guide des Moustarchidines. Conséquence de cette journée noire, Djiboka, ministre de l'Intérieur à l'époque, dissout le mouvement dirigé par Serigne Moustapha Sy sur l'étendue du territoire et le Daïratul Moustarchidine ou Al-Moustarchidati connu de démission. C'est après que les prévenus ont bénéficié d'un non-lieu et Serigne Cheikh Tidiane Sy réhabilite le mouvement en présence d'Ousmane Tanor Dieng, ancien collaborateur du président Abdou Diouf. C'est le début de l'apaisement et l'ouverture d'une concertation qui aboutit à un gouvernement élargi à l'opposition, qui a vu la participation de Maître Abdoulaye Wade, Ahmad Dansokho et Abdoulaye Bathily, entre autres. Et puis en témoin de premier ordre Astou pour les événements de février 1994, des souvenirs douloureux pour Aboubacar Camara. Un homme, un ancien policier marqué à jamais pour lui un jour d'humiliation faute de moyens. Aboubacar Camara que nous écoutons avec Fatou Bintou Conté et Aboubacar Camara à la caméra. J'avais le cœur meurtri parce que déjà des policiers qui étaient là pour défendre les biens publics, pour défendre les édifices publics, pour éviter qu'il y ait des dégradations dans la ville, hein? pour essayer de défendre les biens privés, les voitures qui étaient incendiées, les pneus qui étaient incendiés, les routes qui n'étaient plus praticables, parce qu'il y avait un monde fou. Mais tout ça est dû à un manque de moyens de la police en ce moment. Parce que le car à bord duquel les 6 policiers tués étaient tombés en panne. Au moment où ils poussaient pour faire démarrer le véhicule, les manifestants les ont rejoints. Et j'étais en ce moment-là dans un cabinet d'avocats. J'étais au balcon, je suivais toute la scène. Certains qui ont dû leur salut à une boulangerie qui était au rez-de-chaussée. Ils ont dû leur salut à ces boulangers-là qui les ont abrités et qui les ont prêté des tenues de boulanger. Ils ont abandonné là-bas leur tenue de policier pour pouvoir échapper à la vindicte populaire. 16 février 1994, toujours une manifestation qui régénère des policiers tués, plusieurs personnes arrêtées. Le ministre de l'Intérieur de l'époque revit cette journée noire sans remords ni regrets. Oui, pas de regret pour Djiboka, encore moins de remords. Astou, s'agissant de la dissolution du mouvement des Moustarchidines suite à leur implication dans les émeutes, l'ancien ministre de l'Intérieur en assume l'entière responsabilité. Nos reporters Fatidien, Abdoul Karim Camara l'ont rencontré. Un meeting de l'opposition suivi d'une marche non autorisée, des morts, des blessés, plusieurs personnes arrêtées. Le bilan de la journée du 16 février 1994, des souvenirs douloureux pour le ministre de l'Intérieur de l'époque. Les policiers sont morts ce jour-là. Un meeting autorisé par le préfet de Dakar a été débordé par des manifestants d'un peu partout. Les ordres que j'ai donnés ce jour-là, c'est de ne tirer aucun coup de feu. Avec ces émeutes sans précédent, le Sénégal avait ouvert une nouvelle page de son histoire politique. Djiboka et ses hommes ont pu gérer la situation dans un climat assez tendu. Il y a beaucoup d'événements qui sont enchevêtrés, d'évaluation. D'abord, 23 octobre 1993, plan d'urgence. Une ville morte de septembre 1993. Babacar Sèye est mort le 15 mai 1993. C'est un climat tendu. Beaucoup de chaleur dans l'espace. Après ce sombre épisode, des décisions ont été prises. Le mouvement des Moustarchidines dissous. J'ai bloqué le JT RTS. Ils ont une marche dans mon bureau. Un message en quelques points dicté à ma secrétaire. J'ai dit voilà les décisions que je prends. 1. On suspend toutes les activités de ce mouvement-là. 2. On a arrêté beaucoup de monde. 3. Les préfets reçoivent l'ordre de veiller à être plus vigilants. Aujourd'hui, l'ancien ministre de l'Intérieur en a tiré des leçons. Aucun regret, sauf un seul regret.
Regret que les gens ne savent pas, jusqu'à présent, que l'État n'a pas d'amis. J'ai dit à Ousmane Tanodien, il faut porter plainte avec moi contre X, pour diffusion de fausses nouvelles. J'attends encore la réponse. Plus de 20 ans après ces douloureux événements, le Sénégal se rappelle ses morts. Djibo Leïtika s'incline devant la mémoire de ces hommes. Voilà, semaine direction Thiès, le réseau des enseignants de l'APR pour une union sacrée des responsables apéristes de la ville du Rail. Enterré définitivement à la hache de guerre qui a fait saigner pendant longtemps l'APR Thiès, qui dit réconciliation, dit retrouvailles, etc. à travers un forum raconté par Charante Diop au Marseille Latir. Le réseau des enseignantes et enseignants républicains de la commune de Thiès a tenu un forum sur le thème « La place du capital humain dans le plan Sénégal émergent, enjeux et défis ». Ces enseignants ont décidé de porter le combat pour que le plan Sénégal émergent soit accessible à tous. Cette appropriation du PSE devrait pousser les populations d'une manière générale à avoir un nouveau comportement, changement de comportement qui doit s'adapter avec les réalités que le gouvernement a assignées. Donc par rapport à ça, notre rôle naturellement en tant qu'une classe intelligentsia, c'est de permettre maintenant la vulgarisation en profondeur du PSE au niveau de la base. Le coordonnateur départemental de l'APR, le ministre Augustin Tine, qui assistait au forum, a lancé un vibrant appel en direction de toutes les parties prenantes du camp présidentiel quant à la nécessité de taire les querelles crypto-personnelles pour se consacrer à l'essentiel, à savoir travailler d'arrache-pied pour la réélection du président Macky Sall en 2017. Il n'y a qu'un seul objectif, c'est celui de 2017, de faire en sorte que le président soit réélu. Nous ne serons pas là pour parler de Augustin Tine ou de quelqu'un d'autre. Nous sommes là pour travailler en direction de 2017 et c'est à vous de porter le message. Parce que vous aurez compris aujourd'hui qu'il vous dira ce que c'est que le PSE. Le PSE qui est large, qui s'étend jusqu'en 2035. Ça veut dire que c'est une personne qui pense aux autres et qui pense aux générations futures. Une occasion pour les enseignants apéristes de la commune de Thiès de s'offusquer du manque d'unité qui gangrène les rangs de l'APR à Thiès pour insister sur la nécessité de sceller l'unité des cœurs, des esprits et des idées au sein de la famille apériste de Thiès. La page des sports, donc nous démarrons avec la 9e journée du championnat national avec ces deux matchs qui vont se jouer en milieu de semaine. Niary Tally Pikine le mercredi et Ngor Mbour Petite Côte le jeudi. Durant le week-end, Casa Sport s'est imposé face à la Liguère de Saint-Louis 2-0. Port Autonome de Dakar, Guédiawaye FC 0 but partout. Plus de buts entre le Stade de Mbour et Sunéor. Donc 3-2 pour le Stade de Mbour. Et puis Wakam AS Douane 0 but partout. Un match donc qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Djambar qui bat Jaraaf 1-0 avec d'énormes conséquences chez les Verts. Jaraaf, Cheikh Tidiane, grande mobilisation des dirigeants après le départ d'Amara Traoré. Tous à la première séance d'entraînement pour soutenir les joueurs et le nouveau coach Amadou Diop Boy Bandi, Mamadou Ndiaye et Ababakar Kamara ont assisté à la première séance d'entraînement. 10h15, l'équipe est déjà en place. Une séance d'entraînement aux allures de réunions de crise. Un long discours des dirigeants du club de la Médina devant les joueurs très décontractés. Vous savez, à chaque rupture, il y a un nouveau départ. Aujourd'hui, c'est le nouveau départ de pouvoir parler aux joueurs et de les rappeler les valeurs et nos objectifs. Et ce qui a été fait dans une ambiance d'écoute et de respect. Ce qui a été dit, c'est le comportement des uns et des autres au niveau des joueurs qui se sont, à notre avis, qui n'a pas été à la hauteur de nos attentes. C'était des joueurs qui devaient avoir un engagement sur le terrain et mouiller le maillot. Et à notre avis, les joueurs n'ont pas été aussi au niveau qu'on a voulu qu'ils soient. Annoncé comme intérimaire, Amadou Diop Boy Bandi précise qu'il n'est pas l'homme de la situation. Il appelle à la mobilisation. Mon objectif, c'est aujourd'hui, je n'ai pas d'objectif, l'objectif du club, parce que je ne suis pas l'homme de la situation. Mon objectif, ce n'est pas mon objectif, c'est l'objectif du club, c'est que tous les Jarafman doivent s'unir
pour qu'aujourd'hui on sort cette équipe dans cette phase-là. Moi je pense qu'avec l'union des cœurs, avec la détermination de tout un chacun, avec la volonté de faire et comme on dit, on ne cessera pas les armes parce qu'on va continuer de bousculer ça parce que c'est un bouchon qu'on doit faire sauter pour que voilà, les résultats commencent à venir. Amara Traoré a démissionné du banc du Jaraaf de Dakar après 4 défaites. Une manière pour lui de créer le déclic au club de la Médina. Et puis l'affluence a un peu baissé au stade d'Amba Diop depuis la reprise de la Ligue 1 après un mois de trêve due à la CAN 2015. De l'avis de Léonard Diagne, secrétaire général du Jaraaf de Dakar, ce dépeuplement n'est nullement la conséquence de l'élimination du Sénégal au premier tour de la CAN, mais plutôt d'un manque de communication de la Ligue professionnelle de football. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Papir Diak. Et si cette affluence, je pense, à mon humble avis, a descendu et a baissé, autant pour moi, c'est dû certainement peut-être à un manque peut-être de communication. Il faut dire que le championnat, vous ne semblez pas l'oublier, a observé une trêve assez longue pour les besoins, pour les raisons de la Coupe d'Afrique. Maintenant, au niveau de la reprise de cette 8e journée, je pense que peut-être il y a eu un déficit de communication quant à la reprise à proprement dit du championnat. Si le public a été informé que le championnat reprenait ses droits, donc dès le week-end du 7 et 8, donc je pense que peut-être les gens auraient répondu massivement. Donc à mon avis, il me semble que seuls les clubs concernés étaient au courant peut-être de la reprise du championnat. Maintenant, il reviendra à la Ligue sénégalaise de football professionnel, il reviendra aux clubs professionnels de rendre plus attractif le produit qu'on veut proposer pour amener les gens vers les stades. Dossier du jour pour terminer. Qu'est-ce qu'il y a derrière la mort, cher Tidiane? Peut-être un testament. Oui, le testament, bien sûr, Astumbentoub. Chez les musulmans, c'est un accessoire. Là où les chrétiens en font une obligation, doit-on faire un testament? Dans quel but? Réponse dans ce dossier signé à Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dian. Écrire et détailler ses biens pour préparer sa succession. Le testament est un moyen fiable pour Sokhna Yacine Seck. Un héritage doit être bien édifié. Chez nous musulmans surtout, nous n'avons pas le choix. Moi qui vous parle, j'ai perdu mon père, mais je n'ai pas d'arrière-pensée sur ça. La succession sera faite dans les règles. Abdou Karim Diop, lui, est catégorique. Il n'y pense même pas. Quand il s'agit d'un musulman, il ne peut pas faire son testament. Un testament sur ses biens, l'entièreté, la totalité de ses biens. Pourtant, l'islam a prévu ce cas de figure, mais il obéit à des règles précises. Le testament est valable, est ordonné et même indiqué dans l'islam. Mais si on est malade, une maladie de mort, une maladie qu'on ne croit pas être guérie, en ce moment-là, le malade n'a pas le droit de faire un testament, de donner une partie de ses biens à un de ses fils. C'est interdit. Chez le chrétien, le testament est une obligation. Il est écrit ou verbal. Les chrétiens écrivent leur testament, comment organiser les funérailles, comment peut-être distribuer les biens que possède une personne qui décide. Donc tout cela, s'il est écrit, bon. Il y a souvent des testaments qui ne sont pas écrits, mais qui sont faits oralement aussi. Ah, quand je vais mourir, je voudrais que tel champ revienne à telle personne, que ceci soit donné à l'autre. Par exemple, un prêtre qui décède. Il dit, bon, mes bouquins, il faut les amener au grand séminaire, dans un séminaire. Mes habits liturgiques, il faut les donner à la paroisse où j'ai servi la dernière fois. Donc, il y a une distribution. La loi prévoit également des dispositions relevant du domaine légué, mais des centaines de dossiers de succession litigieux traînent toujours au tribunal.
Voilà, c'est la fin de ce journal Semaine Tube. Merci. Merci, cher Tidiane. Merci à vous. Voilà, prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en image. Quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure en compagnie de Mamfatoudo et Malal Junior Diagne pour le retour de Sport à la Une. Au revoir.